Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilote. Le label Copilote, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. À partir de quel moment alors tu t'es lancée dans la transformation Oui, alors c'était en lien avec donc mon mémoire, ce que j'avais pu un petit peu faire avant. Donc après, alors post-Covid, on commençait un petit peu à voir un petit peu plus clair et assister à des événements présentiels et du coup revoir un petit peu sa stratégie. Et j'ai rencontré alors je me suis dit qu'il fallait que j'aille vers ce type de mission parce que je veux développer le pôle dédié. Et donc, t'avais déjà une appétence, c'était déjà des missions que t'avais faites alors, on n'avait pas encore mis le nom transformation, la fonction finance. C'était des missions de conseil où tu interviens parce que un client a changé de RP, du coup, tu arrives un peu après. Alors, tu peux expliquer ce que c'est RP? Le RP, c'est un logiciel de gestion. Donc, c'est un ensemble d'applications, par exemple, dans une structure où le logiciel ou le logiciel va gérer les commandes, va gérer la facturation, mais il va gérer aussi la partie comptabilité. Donc, il présente plusieurs applications. Et donc, c'était cette typologie de mission que j'avais fait. Et ça, intégré à mon mémoire, ça m'a fait cette expertise-là que j'avais envie de développer. D'ailleurs, dans mon mémoire, c'est pour ça que je me suis beaucoup investie là-dedans. J'avais envie de développer des missions en lien avec mon mémoire. Je l'ai fait vraiment parce que je voulais vendre des missions derrière. C'est pour ça que t'avais une approche différente du mémoire, tu vois, quand tu disais oui, je voulais pas le rendre, même si potentiellement t'aurais peut-être eu 10 et t'aurais peut-être eu ton deck, mais t'avais pas la même approche parce que pour toi, c'était aussi derrière potentiellement un projet professionnel. Ah oui, pour moi, c'était pas un mémoire pour avoir un 10, c'était plutôt déjà une fierté d'aller jusqu'au bout et de défendre ça devant des professionnels et développer plus tard. Alors, je n'avais pas l'idée tout de suite, est-ce que je vais m'installer ou pas, je ne me posais pas la question. Mais vendre des missions en lien avec ça, ou en tout cas permettre à des experts comptables de le faire, aujourd'hui, il est publié. Voilà. Et donc, j'ai fait une première rencontre avec un confrère dans un événement qui était un peu en lien avec la partie transformation. Je ne saurais pas te dire quel événement, mais je cherchais des événements où je pouvais rencontrer. Et un confrère avec qui j'ai discuté et qui lui fait beaucoup ce type de mission. Et donc, je lui avais dit que j'avais fait mon mémoire là-dessus, que j'étais vraiment passionnée par le sujet et que ça m'intéresserait de le rencontrer, de discuter plus. Et 3 mois après, il a pensé à moi parce qu'il a eu une mission de ce type, donc sur un centre de services partagés. Et il m'a appelé pour me dire, Nargis, est-ce qu'on peut travailler sur ça ? Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Et au fil de l'eau, j'ai avancé. Après, j'ai eu d'autres personnes avec qui j'avais travaillé qui pensent à moi. Ou alors, en fait, tu apprends aussi à aller vers les gens et à discuter et à dire ce que tu fais. Du coup, on met un nom sur une spécialité, ou en tout cas un domaine d'intervention. Et finalement, les gens, ou en cabinet, s'ils n'ont pas l'expertise en interne, ils pensent à toi pour dire, est-ce que ça te dirait de travailler avec nous sur ce projet ? Ou tout simplement te présenter au client et tu fais la mission. Et donc,
toutes mes missions actuellement, c'est comme ça. C'est un confrère avec qui tu travailles et après, c'est une confiance qui s'installe et une amitié. Et après, on travaille ensemble et c'est comme ça que j'ai eu ma première mission. Et c'est là qu'on voit le côté vraiment confrère et pas concurrent, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, je vais pas l'envoyer chez un autre expert comptable, alors qu'en fait, après, ça dépend, tout le monde n'est pas spécialisé, mais en tout cas, quand on est spécialisé, on peut pas être bon partout et donc il faut aussi savoir renvoyer. Moi, je trouve que c'est une force, il faut savoir envoyer. Aujourd'hui, moi, je ne maîtrise pas tous les domaines. J'ai des noms en tête. Je sais que si je suis chez un de mes clients et qu'il y a un sujet que je ne maîtrise pas, alors je peux toujours le faire, mais je vais passer beaucoup de temps pour le faire. Je ne serai pas rentable et je n'aurai peut-être pas la réponse immédiatement pour mon client. Donc, moi, je suis toujours ravie d'appeler un confrère pour dire j'interviens chez ce client-là. Et le client apprécie parce qu'il voit que tu proposes une solution tout de suite et qu'il y a ce côté où, en fait, il y a du boulot pour tout le monde, au contraire. Et puis, ça fait une force puisqu'on est indépendant, parfois très petit, moyen, grand cabinet. Eh bien, tu crées un peu ton réseau comme ça où tu as un catalogue de spécialités que tu peux présenter à ton client. Et est-ce que tu as des exemples du coup de missions que tu as pu effectuer dans la transformation de la fonction finance? Alors tu disais un peu avec le changement de RP, je ne sais pas, est-ce que tu as des anecdotes ou peut-être nous raconter un peu quel secteur d'activité c'était, quelles difficultés tu as pu rencontrer? Ce qui revient le plus, alors la première mission que j'ai faite, c'était en plein Covid, donc on commençait à sortir du Covid, mais finalement pas tout à fait, parce qu'on a vite été rattrapés. Donc cette mission-là, je l'ai faite exclusivement sur Teams, avec mon confrère. On est peut-être allé 2 fois chez le client, et c'est très marrant, parce que c'était vraiment une première fois pour moi, où on faisait une mission qui a duré 6 ou 7 mois, et on l'a faite exclusivement sur Teams, donc c'était un nouveau monde qu'on découvrait. Et alors, non, moi je retiens le côté humain sur ce type de mission, sur toutes ces missions que j'ai réalisées. Alors, ok, on propose des outils, ok, on sait passer des écritures, on est auditeur, enfin voilà, c'est une technicité, ok, c'est acquis. Mais le plus important, ça a été le contact avec les collaborateurs, le lien que tu tisses avec le dirigeant, avec les salariés. Et en fait, tu deviens un peu un lien entre le salarié et le dirigeant. Et tu fais partie de l'entreprise pendant un long moment. Et tu es aussi bien le technicien, mais celui qui va les écouter pour remonter leurs besoins, mais aussi qui va s'adapter. Et ça, moi j'aime beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais de plus en plus, parce que j'aime être au contact de mes clients, de leurs collaborateurs. Et ça me fait penser à une anecdote qui est marrante et qui rejoint ce que je te disais sur comptable et expert comptable, c'est qu'en fait, parfois les clients ne nous identifient pas comme profil capable de faire ou en tout cas légitime, ou habituellement vu sur ce type de mission. C'est-à-dire que moi, chez un de mes clients, donc je discute avec la comptable puisque je travaille quasiment au même endroit qu'elle, on est dans le même bureau, et elle me dit, mais je comprends pas, mais toi t'es expert comptable, Nargis, mais du coup c'est quoi ce type de... Pour nous, on a déjà un expert comptable. Je dis oui, mais moi je fais pas la même chose. J'interviens sur la partie transformation de la fonction digitale. Ah oui, mais alors tu as besoin d'être expert comptable pour faire ce type de mission. Enfin, et c'est là où c'est très très marrant, parce que tu prends le temps de leur expliquer, tu dis ah d'accord, je savais pas. En fait, ils t'associent à déclaration TVA, bilan, saisie comptable. Et enfermé dans un bureau. Et enfermé dans un bureau. Qu'on voit une fois par an. On voit une fois par an, et tu parles un langage qu'ils ne comprennent pas, et tu demandes les pièces qui n'existent pas. Et des justifiés d'écart dans les fichiers Excel. Et un état de rapprochement bancaire qui ne colle pas, et des FNP qui ne sont pas comptabilisés. Donc c'est très marrant de voir ça. Et je pense que c'est aussi notre devoir, ou en tout cas chacun à sa petite échelle, de dire à chaque fois, non, on fait ça, et de présenter des confrères, de travailler en synergie. Et ça, c'est la marque employeur. Je pense qu'il faut vraiment, la marque expert comptable qu'il faut vraiment graver, parce que
Attends, l'expert comptable, c'est quand même, pour moi, c'est le médecin de l'entreprise et la personne la plus légitime pour faire ce type de mission et bien d'autres. Moi, j'ai des confrères qui travaillent sur des domaines qui sont excellents sur ce qu'ils font. Mais c'est cette connaissance de l'entreprise qu'on a, nous, de l'intérieur, qui te permet de comprendre tous les flux. Alors, tu as fait du contrôle de gestion, donc tu comprends comment il a calculé son coût de revient. Tu as fait droit des contrats, tu as fait le droit pénal. Donc, tu peux discuter avec tous les acteurs de la société. Les mentions légales des factures au passage, si tu vois que c'est pas correct. Ah bah ça, les anecdotes, tu en as plein. Tu sais, quand tu changes de logiciel et que ils s'en rendent pas compte, tu te dis non mais je suis désolée, mais là il manque des mentions. Ah bon, je savais pas. Qui change le numéro de facture. Ah oui, ça j'ai changé le numéro. Ah bon, non, c'est qu'on a pas. Ah bon, je savais pas, mais le logiciel il me bloque pas. Ah bon, d'accord. Et c'est marrant. Donc je trouve que l'association de cette profondeur technique et cette hauteur qu'on a avec la formation, avec le pragmatisme, avec ce sens opérationnel et ce recul, fait qu'on est vraiment les meilleurs acteurs, ou en tout cas la meilleure personne pour faire, alors pour moi, ce type de mission, je pense parce que ce profil me correspond et que j'ai travaillé sur ce type de mission, mais ça peut être de l'éval, ça peut être de l'expertise judiciaire, ça peut être de la gestion de patrimoine, ça peut être... C'est des bases et après une tendance vers quelque chose que tu aimes. Mais encore une fois, si tu ne te spécialises pas, c'est aussi ton choix. Je pense que le luxe de notre diplôme, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et on peut travailler qu'avec des petites entreprises ou qu'avec des grosses, ou on peut faire totalement ou être salarié ou ne peut pas être, avoir le DEC, ne pas l'avoir. Ne pas l'avoir, ou avoir son cabinet au bout de 5 ans, se dire finalement j'ai testé mais ça ne me convient pas, je repars en entreprise. Eh bien tu as le DEC, tu sais, tu as ton passeport, tu n'as aucun problème à trouver un boulot. Et donc ça c'est assez exceptionnel, vraiment. Sur le marché, je pense que c'est assez exceptionnel. Et justement, tu vois, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, ils pourraient se dire, comme l'avait dit la collaboratrice, celle qui faisait la compta en interne, oui, mais pour ça, il n'y a pas besoin du DEC pour faire ça. Toi, je crois que, en tout cas, comme je l'ai entendu dans une conférence que tu faisais là aux universités d'été à Paris, tu as eu l'occasion de travailler avec des consultants justement qui n'avaient pas cette casquette expert comptable. Oui. Et pour toi, c'est vraiment une plus-value. Tu ne te positionnes pas en concurrent de ces personnes-là. Non. C'est vraiment différent. Est-ce que tu peux expliquer un peu Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec des consultants sur ces missions-là. Et on est complémentaires. Je suis absolument pas, on ne se positionne pas comme concurrents. Ils ont des expertises que moi, je n'ai pas. Mais ils sont spécialisés dans un domaine. Ça va être de l'automatisation, par exemple. Ça va être gestion de projet. Ils sont très bons dans ce qu'ils font, mais leur formation fait qu'ils sont spécialisés dans un domaine. Ils n'ont pas ce large panel sur l'écriture comptable, les process. Et au contraire, moi, quand je travaille avec eux, j'adore parce que du coup, quand ils ont eu des... Enfin, moi, je vais toujours avoir des capteurs sur à chaque fois que j'entends une phrase, ça va renvoyer à mon passé d'auditeur, à ma carrière d'auditeur. Ah oui, je comprends mieux en fait. À ma carrière d'auditrice et après ça va être ta casquette d'expert comptable, mais en même temps, non mais attends, mais le schéma comptable c'est pas ça. Et du coup, tu réfléchis différemment, mais tu as une force, ou en tout cas, tu contribues à ce projet différemment. Je m'explique. Quand tu es, par exemple, commissaire aux comptes sur une mission, tu n'es pas là pour lui dire tu t'immisces pas dans la gestion. Tu vois. Tu dis pas là, tu devrais faire ça et ça. Alors, tu fais des recommandations et après, tu dis c'est OK ou pas OK via un rapport de certification des comptes. Mais sur ce type de mission, tu es dans la décision. Donc, ton bagage de commissaire aux comptes fait que tu sais ce qu'il ne faut pas faire et tu sais quelle est la meilleure approche à mettre en place. Donc, tu as un sacré atout pour eux. Est-ce que tu leur évites de faire des erreurs ou de mal implémenter des choses? Ou, par exemple, sur ce type de mission, forcément, je parle de la facture électronique. Tout de suite. Il faut l'anticiper. Ça ne sert à rien de le faire dans 3 ans. Oui. Et en fait, ça...
parce que tu es expert comptable, tu sais vers quoi tu veux aller. Quand ils ont eu le panel de choix, tu dis attends, mais il faut voir s'il est certifié, s'il peut t'offrir la facture électronique dans 2-3 ans parce que ça sera obligatoire. Donc tu vas pas refaire le chemin. Donc c'est là où tu as une vraie valeur ajoutée quand ils mettent en place, tu sais, un workflow de validation, c'est un process de validation quand tu pour le devis, le BAP, la facture, et donc voilà. Et donc là, toi, tu as tes réflexes de contrôle interne. Donc tu sais, c'est la même personne qui fait tout ça. Donc si c'est la même personne qui fait ça, t'essayes de dire non, tu leur expliques pourquoi. Et quand c'est une petite société, tu sais, c'est compliqué de faire plusieurs tâches quand ils sont 2 ou 3. Donc voilà. Donc en fait, ton expérience d'expert comptable, quels que soient les cabinets où tu as été, donc si tu as fait que de la révision, ou tu as fait que de l'audit, ou tu as fait les deux. Après, quand tu es en révision, en soi, souvent, tu es aussi amené à... C'est l'audit. Non, mais je veux dire, tu es amené aussi à échanger avec potentiellement le commissaire aux comptes du dossier. Ah oui. Donc, tu vois, lui, quelle faille, entre guillemets, il a identifié. Donc, ça peut t'aider après. Ça te donne des réflexes. Et donc, si nous, on arrive à se positionner sur ce type de mission, c'est un vrai plus pour le client. Parce que tu sais par exemple que pour un changement de logiciel, le commissaire aux comptes, quand il va revenir pour son intérim, il va te demander tes justifs pour être sûr que tu t'es assuré que tes comptes de l'année dernière ont bien été déversés correctement. Donc tu vas pas attendre les 6 mois pour essayer de remonter en arrière. Tu lui dis là par contre il faut préparer quelque chose pour le commissaire aux comptes et tout de suite. Donc il faut que tu fiabilises ta donnée, il faut qu'on cadre, il faut qu'on fasse tout parce que 6 mois après, la vie de l'entreprise continue. Donc c'est là le plus de l'expert comptable et de notre formation. Et donc toi, au niveau de tes missions, c'est essentiellement du changement de RP ou... Alors c'est généralement, plus largement du management de transition. Et après... ça sera en fonction des besoins de chaque client. Un management de transition, c'est par exemple, tu interviens chez un client parce qu'ils ont une nouvelle activité ou un nouveau poste qui a été créé ou une personne qui a quitté le poste. Et donc toi, tu es là en relais. Peu importe la situation qui est arrivée avant. Tu fais le pompier, quoi. Tu fais le pompier. Tu arrives toujours quand ça ne va pas. Donc effectivement, c'est des missions assez prenantes. Et tu arrives pour mettre des choses en place ou remplacer en attendant ou proposer des choses. Et en fait, j'ai eu la situation où tu arrives chez le client, finalement, tu assures le relais, mais il y a toujours un besoin où ça se passe bien et du coup, ils vont faire appel à toi sur autre chose. Et après, ils vont connaître ta spécialité et tu vas naturellement continuer à travailler avec eux. Et ils ont parfois déjà leur expert comptable, mais... Bon, déjà, quand tu arrives sur la mission, personnellement, ce que je fais quand il y a un expert comptable, je le contacte déjà pour me présenter. Par courtoisie, je trouve que c'est normal. Et lui dire que moi, j'interviens, que je ne suis pas du tout sur la mission traditionnelle. Et que déjà, j'apprends plus de choses de mon confrère. Et tu vois, on travaille ensemble. Parce que lui, il a quand même une connaissance potentiellement sur plusieurs exercices. Il va te dire, écoute, je sais que... sur, je sais pas, les stocks, ils sont pas ultra rigoureux, il va pouvoir te dire un peu... on va parler le même langage, Oui, voilà, et lui, il va comprendre mon périmètre, et je vais lui expliquer, mais par courtoisie, je le fais tout le temps quand j'interviens sur ce type de mission. Et parfois, les experts comptables que j'ai pu rencontrer, on a travaillé sur autre chose ensemble, plus tard. Parce que lui aussi va peut-être penser à toi, potentiellement, pour une mission aussi d'un client un peu du... du management de transition, t'arrives, alors ça peut durer 3 mois, 6 mois, et parfois tu peux rester 1 an chez le client parce que finalement tu as fini cette mission mais il a une autre mission pour toi et donc c'est comme ça en fait que les missions arrivent où tu interviens, donc ça demande une capacité à absorber beaucoup d'informations puisque tu changes de structure et ça c'est pour moi l'audit qui m'a permis d'avoir cette capacité à absorber puisque tu fais plusieurs sociétés, tu dois vite appréhender les risques, tu dois vite comprendre l'activité. Et donc, ça développe un petit peu une gymnastique intellectuelle qui fait que tu peux absorber tout de suite. Et quand tu es expert comptable, en fait, il faut que tu écoutes ton client. Parce que ce que tu as fait chez le client la semaine dernière ne s'applique pas forcément chez ton client actuel. Donc, il faut l'écouter. Et tu te dis, tu as un œil neuf à apporter.
et tu proposes des choses. Donc tu prends le temps. Donc au début, ça peut être un peu prenant parce que tu absorbes beaucoup d'informations, mais tu vas vite pouvoir proposer des choses ou t'adapter. Et ça aussi, c'est notre cursus et notre formation qui nous permet de faire ça. Et donc tu disais que c'est plutôt des missions qui s'étalent sur plusieurs mois. Alors est-ce que c'est pas un peu stressant, tu vois, dans le sens où quand tu fais majoritairement de l'expertise comptable, tu as des honoraires qui sont récurrents. Ouais. Et là, tu peux te retrouver à avoir fait une mission pendant plusieurs mois et puis de te retrouver un peu, on va dire, du jour au lendemain avec moins de taf. Est-ce que c'est une pression au niveau du chiffre d'affaires ou non ? Tout. Alors là, pas du tout, parce qu'il y a des missions pour tout le monde et on a du boulot partout. Et une fois que tu as travaillé avec des confrères ou des clients, le réseau, quoi, en fait. Le réseau se constitue naturellement et il y a toujours de la demande. Tu finis une mission, même avant la fin de la mission, tu es sollicité sur autre chose. Parfois, tu vas faire 2 missions en même temps. Alors là, franchement, il y a vraiment 0 problème sur le sujet. Non, franchement, j'ai pas du tout eu cette période où... Alors, après, le sujet du chiffre d'affaires, je pense que quand tu t'installes en entrepreneur, c'est un sujet qui te préoccupe. Peu importe. La récurrence de l'expert comptable, finalement, c'est une lettre de mission d'1 année. Hein. Tu sais, ton client, il peut partir à la fin de l'année. Donc, ok, c'est une récurrence, mais elle est récurrente 1 an. Si tu n'as pas fait le job, il part au bout d'1 an. Il n'est pas tenu de rester chez toi. Donc, quand tu es entrepreneur, quel que soit le type de mission que tu fais, je pense que tu ne peux pas échapper à la peur de ne pas faire de chiffre d'affaires. C'est là où il faut affronter ça et c'est un peu là la difficulté de l'entrepreneur. Ne pas avoir peur, mais en même temps, tu ne peux pas y penser parce que tous les mois, tu repars de 0. Alors, effectivement, tu as la partie récurrente, mais ça peut te faire peur. Et ça m'arrive aussi de me dire, mais est-ce que je vais pouvoir réaliser les mêmes objectifs ? C'est quand même ça, je pense que tous les entrepreneurs vivent ça. Ça m'arrive de me dire, mais pourquoi choisir la difficulté ? On peut être salarié, on peut être très bien. Mais il faut pouvoir le dépasser, il faut s'entourer. Et il faut... Alors quand tu es entrepreneur, le danger, c'est la solitude de l'entrepreneur. Personnellement, ce que j'ai ressenti à des périodes depuis que je me suis installée, c'est parfois, tu te sens seule dans ton expérience, tu te sens seule dans... tout ce que tu entreprends et tu peux avoir des périodes où tu entreprends, où tu plantes des graines, tu sais que tu avances. Mais comme il n'y a pas de résultat tout de suite, c'est normal. Tu as l'impression que ça normal. sert à rien. Tu dois travailler, je vous donne un exemple, tu dois travailler sur un site internet, ça va prendre du temps. Mais quand il est en ligne, ça ne veut pas dire que tu auras 10 000 clients. C'est simplement une image que tu es en train de bâtir. Mais quand tu fais ça pendant longtemps et que tu es seul au cabinet, que tu te poses des questions, que tu peux avoir des moments de doute. Et ça, c'est très dur. Donc, et avec la charge de travail, tu peux te dire... Ouais, alors, c'est pas mon cas. Je ne doute pas parce que je sais que c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux et je continuerai dans mon expérience. Et j'adore ça. Je ne regrette aucunement mon installation. Mais j'ai ces moments où je me dis, c'est quand même dur. Et tu as ce facteur risque que tu mesures. Et c'est là où l'importance du CJEC, des confrères, où moi, j'ai pas de mal à prendre mon téléphone, à appeler un confrère pour dire je sais pas, ça va pas, je me pose trop de questions, qu'est-ce que t'en penses ? Et c'est là où tu as de belles surprises, parce que même ceux qui sont installés depuis plusieurs années te disent non mais t'inquiète pas, c'est normal, mais c'est déjà super, mais tu verras, tiens, on prend un café, viens. Et finalement tu discutes avec 2-3 personnes et ça passe. 3 ans après, t'es toujours là et t'es ravi de vivre et ton peut-être expérience. que la prochaine fois, ça sera des plus jeunes confrères qui t'appelleront en disant Nargis. Bon, j'espère. En tout cas, au CJEC, c'est ce qu'on fait. Et je pense que personnellement, ça me fait beaucoup de bien de rencontrer les gens qui sont installés parce que tu as beaucoup d'idées et on se soutient mutuellement. Tu puises un peu une force et tu te nourris un peu de tout le monde et des expériences de chacun. Et tu parlais justement en exemple du site internet. Toi, je crois que il est bientôt en ligne, là. Tu es en train de bosser dessus. Je suis en train de bosser dessus.
Le site internet qui devait être en ligne il y a déjà plus d'1 année, mais je pense que j'étais pas prête à avoir une identité en ligne. Et après, ça te faisait peur? Tu sais, le cap de salarié à entrepreneur, c'est beaucoup de paramètres qui changent. Déjà, tu passes d'un statut salarié à entrepreneur. Ensuite, tu es seul, tu n'as plus de collègues, tu sais. Ça peut paraître anodin, mais ça change un quotidien. Tu n'as plus aussi potentiellement de responsable ou de référent à qui tu peux poser des questions. Oui, tu sais, le voisin de bureau avec qui tu discutes, tu as une question, tu commentes. Tu racontes ton week-end. Tu commentes un mail, tu demandes un avis, tu penses quoi? J'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou toi, si tu es là, tu ferais quoi? J'ai une question. Eh bien, c'est finalement quelque chose de très positif, tu sais. Et le Covid est passé par là. Alors pour revenir, donc on parlait, j'ai perdu le fil. On parlait, alors attends, je te parlais du site internet. Du site internet, donc j'étais pas prête. À te mettre en avant, peut-être, c'était ça? Ouais, je pense que j'ai du mal avec ça. J'étais pas prête à avoir une identité en ligne. Alors que quand on y réfléchit, nous-mêmes, la première chose qu'on fait quand on prend un prestataire ou autre, on le tape sur Internet et du coup, c'était peut-être... Ah mais oui, c'était le déclic pour moi. Donc j'ai commencé avec une agence de com que j'ai connue dans mon groupe d'entrepreneurs, donc avec qui j'ai dit que j'avais besoin ou j'avais envie de travailler sur un site Internet. Donc on a commencé à travailler sur ça et c'était marrant parce qu'ils ont tout de suite vu que j'étais pas prête. On a fait un premier livrable et j'y allais très timidement. Et la responsable m'a dit « Mais Nargis, tu n'es pas prête à avoir ton site internet. Prends ton temps. C'est pas une fatalité. Il faut que tu sois prête. » Et laisse les choses se faire. Il y a des gens qui ils sont installés 2 mois après, 1 mois, 1 semaine où le site internet est déjà prêt. Donc, en fait, il faut s'écouter. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. Là, j'ai beaucoup avancé sur mon CV, sur le site, donc il devrait être en ligne. Je pense qu'il sera en ligne quand on postera l'épisode. J'espère qu'il sera en ligne. Oui, j'espère bien. Donc, là aussi, c'est aussi savoir s'entourer. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec mon agence qui m'a aussi écoutée et qui a suivi et qui m'a pas poussée juste pour poster ou pour avoir le site en ligne. Donc on est plutôt... on a pris le temps. Et alors je dis pas qu'aujourd'hui je me sens prête à être plus visible que ça, mais je trouve que c'est nécessaire parce que j'ai pris conscience. Alors j'ai eu 1 ou 2 clients qui m'ont posé la question en disant « Mais en fait, on cherche ton cabinet, on le trouve pas. » Je dis « Ok, donc c'est important. » Et un jour, moi-même, j'ai fait la recherche sur un prestataire. Je me souviens plus. Et là, ça t'a fait tilt? Ça m'a fait tilt. Je me suis dit... En fait, je ne l'ai pas trouvé. Et je me suis dit... Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça doit faire bizarre pour mes clients qui me cherchent et qui se disent, mais elle n'a pas de site. Donc, voilà. Après, je pense que j'ai aussi j'accepte aujourd'hui de me dire, il sera peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, je l'améliorerai. Je pense qu'il faut aussi lâcher. On sait que tu existes. C'est ça. C'est bête, mais... Non, mais c'est super important. Donc, le site sera fait. Et puis, tu le mets à jour au fil de l'eau. Parce que ma crainte, c'était d'évoluer dans mon business plan, de vouloir faire peut-être des missions différentes et de me dire, c'est pas sur le site, il faut changer. C'était pas ta priorité aussi, peut-être, principale, c'était aussi déjà d'avoir des clients. Des clients. Et puis la première année, Covid, pareil, il n'y avait pas tout à fait une stratégie de développement, c'était délicat. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, je suis convaincue qu'il faut avoir ce site internet. Alors, je dis pas que c'est un canal d'acquisition de clients. Je mise pas sur ça, mais c'est important de l'avoir. C'est une identité de marque. Je pense que ça renforce le côté professionnel. Ouais, c'est important. Alors, chacun met le détail qu'il souhaite. Mais je pense que tu peux avoir un one page où tu as une page juste qui explique qui tu es, ce que tu fais, et ton adresse, et que tu existes. Et après, tu le développes si tu le souhaites ou pas. Mais c'est pas... Pour ma part, je pense pas que ce soit un canal d'acquisition de clients. Mais... Et donc, tu disais que toi, tu t'entourais quand même bien, que ça soit au CJEC, avec le groupe d'entrepreneurs. Je crois que tu fais partie aussi du club Innovatio.
ou innovation. Innovation. Est-ce que c'est la commission innovation. Tu fais partie de la commission innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert? Alors, la commission innovation est une commission de l'Ordre des experts comptables Île-de-France. Cette commission a pour ambition de mettre à disposition des experts comptables les outils digitaux, numériques et l'innovation de manière générale, alors à mettre en place au sein de leur cabinet pour digitaliser les process et tout ce qui a trait à l'innovation, mais aussi auprès de leurs clients pour vendre des missions de digitalisation, des missions où on va présenter à notre client les outils digitaux pour plus faire de la saisie manuelle, pour présenter un OCR, voilà. Donc c'est vraiment innovation au sens large. Et le club Innovatio découle de la commission innovation, et donc les experts comptables peuvent adhérer à ce club. Donc le club organise des ateliers. Il y a eu une journée de l'innovation l'année dernière, la première journée de l'innovation. Il y en aura une en décembre là. Le 6 décembre, on en a une deuxième. Ça sera déjà passé malheureusement, mais le 6 décembre, on aura une deuxième. Et le but, c'est vraiment d'abord de collecter les besoins des confrères et proposer des solutions et mettre en avant les solutions qui existent sur le marché et faire d'eux des acteurs de l'innovation pour diffuser au maximum auprès de nos clients et au sein de nos cabinets. Oui, parce que ça peut être compliqué, comme on le disait, il y a tellement de logiciels, etc. De faire une veille comme ça, c'est impossible de tout connaître. C'est impossible, et puis tu sais pas, quand t'as pas utilisé le logiciel, c'est délicat de t'abonner à tous les logiciels et de te dire je vais tester, je teste ça 6 mois et je vois ce que ça fait, je reteste ça et je vois ce que ça fait. Donc c'est important pour nous. Donc moi j'ai intégré la commission, parce que j'ai une appétence particulière pour le sujet et que j'aimerais en tout cas participer, être au courant et dans l'écosystème et proposer des choses avec bien évidemment tous les membres de la commission. Oui, c'est ce qui t'a permis du coup hier d'animer un peu une conférence sur la transformation digitale. Ça te fait pas peur comme ça C'était la première fois que tu parlais en public ou... Alors, aux universités d'été, c'est la première fois. Ça fait peur. C'est stressant. Mais j'intervenais. Alors, ce qui est motivant, c'est que j'intervenais sur un sujet qui me passionne, un sujet que je pratique, que je connais. Mais c'est toujours impressionnant d'intervenir avec des confrères ou des futurs confrères. Et surtout, on n'est pas tous à l'aise avec la prise de parole en public. Et donc, c'était un peu aussi un challenge pour moi de le faire et de sortir toujours de ma zone de confort pour essayer de faire ce type de manifestation. Et c'était vraiment génial. Ça s'est bien passé finalement, tu ne regrettes pas? Écoute, ça s'est très bien passé. J'espère que les participants ont apprécié. On a eu des retours positifs, alors aucun regret. Et je dirais même que j'ai hâte de réanimer une deuxième. Top. Et en dehors donc de ton rôle d'expert comptable, je crois que tu es ou tu vas bientôt être contrôleur de stage. Alors, je termine mon processus de ma démarche d'intégration. Donc, normalement, c'est déjà validé. Je suis contrôleur de stage, mais je n'ai pas encore de groupe. Une formation? Non, c'est fini. J'ai suivi les étapes de la formation parce alors, il y a d'abord une sélection, des conditions, et ensuite, tu suis une formation pour que tu sois prête à accompagner dans les meilleures conditions les futurs stagiaires experts comptables et futurs consoeurs et confrères. Et donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est contrôleur de stage et en quoi ça consiste s'il y en a qui nous écoutent, peut-être qui ne savent pas ce que c'est. Ok, alors contrôleur de stage, donc c'est le tuteur. Alors quand on a le DSCG et qu'on s'inscrit à l'ordre des experts comptables pour faire les 3 ans de stage, on est attribué à un contrôleur de stage. Donc on a un groupe qui est le même pendant 3 ans, avec lequel on suit nos formations. On évolue ensemble pendant les 3 ans. Le contrôleur de stage, il a un rôle d'accompagnement pendant ces 3 ans pour d'abord assurer les formations techniques, mais aussi vous préparer au mieux pour passer le DEC et valider le DEC. Et donc son rôle, c'est vraiment faire passer le message, vous aider, vous alerter
vous aiguiller comment préparer les decks, comment anticiper, comment être dans les délais, comment respecter les deadlines, comment ne pas se laisser submerger par les obligations et être à jour et répondre à vos interrogations, parce que même quand on a le DCG et qu'on entame une carrière professionnelle, on ne sait peut-être pas encore vraiment ce qu'on veut, on se teste et parfois, on fait un premier cabinet, un deuxième, un troisième, on ne sait pas trop. Enfin, on n'a pas tous la même carrière. Donc, ça peut aussi... le rôle du contrôleur de stage, en tout cas, c'est de faire de vous des experts comptables dans 3 ans. Top. Si on passe aux questions un peu plus générales, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Qu'est-ce que je préfère dans mon métier ? C'est le contact et la proximité avec mes clients. Alors là, c'est un réel plaisir pour moi, voilà, au-delà de la partie technique. Et ce que tu aimes le moins alors ? Ce que j'aime le moins ? Ah, c'est difficile. Ce que j'aime le moins, c'est ce côté exigeant qu'on peut avoir et qui fait que parfois on s'interdit de s'arrêter. Tu parles au niveau plus charge de travail, par exemple, ou... Alors non, le fait qu'on soit disponible pour nos clients fait que en fait, le client, il va te consulter sur tous les points et à chaque fois qu'il a des questions, alors ça nous fait plaisir et on est là pour lui répondre. Mais parfois, si tu as toutes les questions en même temps, et par exemple dans mon cas où je suis seule au cabinet, alors j'ai une alternante depuis une année, mais elle ne pourra pas répondre à ces questions-là. C'est le côté répondre un peu à tout le monde tout de suite, tout en gérant ce que tu peux avoir au quotidien. Donc c'est ça qu'il faut. Après, je pense que ça s'apprend. Parce que petit à petit, quand tu discutes avec tes clients, eux-mêmes ont des obligations, ils le comprennent. Et si tu n'as pas de réponse immédiate tout de suite, c'est pas très grave. Si tu réponds pas tout de suite et que tu es sur autre chose, tu peux prendre le temps de leur dire je suis désolée, là je suis assez prise, je reviens vers vous. Tu donnes ta deadline en fonction de ce que tu peux faire. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, mais je pense que c'est ce côté-là, parce que le client, parfois, il attend tango pour valider quelque chose. C'est assez important. Et eux, ils ne se rendent pas compte qu'on a beaucoup de clients pour qui on doit répondre tout de suite. Donc c'est ça qui peut être un peu difficile à gérer. Et du coup, au niveau équilibre vie pro, vie perso, alors est-ce que c'est important pour toi ? Comment tu le gères Alors ça, c'est un point super important, mais c'est en même temps, je veux dire, ça peut être vite un piège quand tu t'installes, parce que tu as envie de faire beaucoup de choses pour ton cabinet, tu as envie que ça décolle. Tu es en même temps le commercial, tu fais la prod, tu es la secrétaire. Tu fais la facturation, les relances clients. L'admin, tu es le recruteur, tu es l'informaticien. Voilà, quand tu as un bug, tu n'as pas de service informatique à consulter, chez qui tu vas laisser ton PC et revenir au bout de 2 heures. Tu dois te débrouiller, en tout cas trouver quelqu'un qui t'aide. Donc moi, ça faisait partie des choses importantes quand je me suis installée. J'y tenais, j'y tiens toujours. Donc, je fais en sorte d'avoir cet équilibre. Je m'impose des règles, d'avoir des activités, enfin vraiment de m'arrêter quand je dois m'arrêter. Et c'est super, super, super important. Parce qu'on peut vite être pris par le boulot et l'envie de toujours faire plus ou culpabiliser parce qu'on se dit oui, mais j'aurais pu travailler là, j'aurais pu faire encore 1 heure, j'aurais pu faire 2 heures. Et ça, c'est un piège. Ça peut amener vers l'épuisement professionnel et ça, je pense que c'est dangereux. Voilà. Et est-ce que tu as des exemples ? Est-ce que, par exemple, tu bosses le week-end ? Est-ce que tu bosses le soir, je ne sais pas, après 19h, après 20h Non, j'ai arrêté de bosser après 19h. C'est fini. Je ne bosse plus après 19h. Je trouve que de toute façon, on n'est pas efficace. Alors, quand il y a des rushs, des choses exceptionnelles, des projets où on devait être chez le client samedi, je le fais. Quand il y a des urgences, quand il y a des choses importantes. Mais
travailler tard. Alors, je suis très matinale, mais j'ai arrêté et je me laisse pas le choix parce que j'ai des activités. On en a déjà discuté. Je fais du théâtre, je fais de la danse. Donc, j'ai des activités qui font que, à une certaine heure, je dois partir. Et le week-end alors ? Et le week-end, je me repose. Ça m'arrive de bosser quand même un peu. Ça, j'arrive pas encore à couper tout à fait. Alors, samedi matin, je fais mon administratif, comme je suis la secrétaire de mon cabinet. Alors, voilà, ça, je me force un peu à le faire de temps en temps pour pas prendre de retard. Parce que la semaine, quand je suis chez mes clients sur ces projets-là, j'ai pas le temps de gérer ma compta, j'ai pas le temps de faire ma facturation. Comme nos clients, en fait. C'est ça. Donc ça, je le fais, mais c'est pas gênant. Voilà. Ou parfois, je dois le faire parce que je dois anticiper un besoin d'un client la semaine d'après, ou je vais préparer le mail pour l'envoyer plus tard parce que je serai chez un autre client et que je peux pas faire les deux en même temps. Enfin, après, tu trouves un juste milieu. Voilà. Mais la règle, c'est que c'est l'équilibre vie pro, vie professionnelle, très important pour tenir dans la durée. Oui, tu me disais aussi en off que c'était peut-être compliqué aussi des fois à gérer parce que du fait que tu sois seule et que les clients te prennent parce que c'est toi, entre guillemets, et le fait d'être indépendante et que là, comme on a fait ces derniers jours, quand tu passes une journée sur un événement ou autre, c'est aussi un arbitrage de se dire ok, du coup ça veut dire que cette journée, entre guillemets, elle est off et je ne travaille pas, je ne génère pas de chiffre d'affaires, donc c'est compliqué. Est-ce que toi est-ce que tu essayes peut-être plus d'éduquer tes clients à leur dire vous êtes client du cabinet et pour l'instant c'est moi, mais que potentiellement après tu vois ton alternante ou si tu recrutes un collaborateur, de dire ok je suis derrière, mais de plus tu vois peut-être un peu de dissocier les deux et de dire ok moi je suis Nargis mais je suis pas Enel expert. Alors ça dépend de la typologie de mission. Sur la mission traditionnelle c'est plus facile à faire. Le client au début il vient pour toi, tu le rencontres, mais il est conscient tout de suite que c'est pas toi qui gère le quotidien sur la partie saisie, sur les documents, sur ça. Je mets tout de suite le collaborateur dessus, je le présente, je l'introduis, et c'est la collaboratrice qui gère, qui envoie sa liste de demandes, de documents qui manquent. J'interviens pas, je revois, je valide, je lui montre au début. Après, elle est indépendante, elle est vite je mets en avant très rapidement. Donc moi, je vais intervenir. Donc après, toujours sur la partie traditionnelle, le client n'a pas de mal à identifier à quel moment il s'adresse vers moi et à quel moment il se tourne vers la collaboratrice. Quand il y a des questions techniques très, on va dire, un peu compliquées où il y a besoin d'échanges, il sait que la collaboratrice ne peut pas répondre. Donc j'ai remarqué qu'ils identifient rapidement. Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose que tu leur expliques bien aussi, la différence entre ta collaboratrice et toi ou Non, j'ai constaté que pour la mission traditionnelle, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire quand il s'agit de pièces ou quand ils veulent une extraction d'un compte ou d'un document ou de quelque chose, ils s'adressent à ma collaboratrice. Mais quand il y a des questions plus techniques ou c'est sur la stratégie de la société ou des projets qui vont arriver, eh bien, ils m'envoient un mail directement et ils mettent en copie la collaboratrice. Et donc, je pense qu'ils voient... Alors, moi, après, j'organise la réunion... J'invite ma collaboratrice à assister. Et ça, j'ai pas de mal sur la partie traditionnelle. En revanche, sur la partie conseil, c'est-à-dire cette partie de management de transition et transfo, eh bien, le client fait appel à nous parce il veut que j'intervienne sur les missions. Donc, c'est là où c'est un peu délicat parce qu'il faut d'abord qu'ils te connaissent, que tu fasses ce type de mission. Et je pense que plus tard, c'est possible de leur présenter un collaborateur, une fois que tu as mis les choses en place et que tu connais ton client, pour dire, moi, j'ai pas de bande passante, par exemple, sur ton besoin tout de suite, mais j'ai mon collaborateur et moi, je peux venir, au lieu de faire 3 jours par semaine, je peux venir 1 jour. C'est important aussi de montrer qu'on est là, même si à la limite... on est là et peut-être qu'il ne le sait pas, mais qu'on est en train de travailler sur un autre dossier. Mais tu vois, de montrer qu'on est aussi derrière... Le collaborateur, ouais. Oui, c'est super important. C'est super important. Là, par exemple, ma collaboratrice, on a eu une nouvelle mission où
moi, je suis jamais vraiment... Je suis peut-être intervenue un jour sur cette mission, c'est de la révision. Et elle vient en support au service comptable. Donc, elle fait de la saisie. Là, elle a pu intervenir tout de suite. Tu vois, c'est différent. Et moi, je suis intervenue un jour pour la révision. Donc là, l'expérience ou les attentes ne sont pas les mêmes. Alors que sur ce type de mission, ils veulent que ce soit l'expert comptable. C'est différent. Là, pour l'instant, je pense qu'il me faut un peu de temps. Peut-être qu'on refera cet entretien dans 5 ans, je te dirais. On refera que sont-ils devenus C'est ça, super. Que se sont devenus les créateurs de cabinets, les ex nihilo, pour voir. Pour l'instant, ça me plaît. Et j'ai envie que ce soit moi. Que c'est des clients qui ne me connaissent pas, que je n'avais pas avant, que je ne connaissais pas. Et donc, j'apprends à les connaître. Et c'est un vrai plaisir d'être avec eux sur ces missions-là, parce que c'est de nouvelles personnes et de nouvelles activités. Donc finalement, ça me plaît aussi de faire ces missions-là. Et ça me plaît d'être au contact de mon client. Ça m'arrive de ne pas être au cabinet toute la semaine, d'être chez mon client. Et en fait, tu retrouves ce côté collègues qui ne sont pas vraiment tes collègues, tu n'es pas en interne, mais tu fais vite connaissance avec tout le monde et ils savent que tu es externe, mais tu es là, tu interviens. Et tu retrouves aussi un peu ce rythme entreprise, collègue qui parfois moi, me manque. Et est-ce que tu es fière de ton parcours ? Ah oui, évidemment. C'est difficile de dire. Avant que tu répondes, j'ai vu ta tête, je me suis dit, si elle me dit non... Si, alors c'est délicat de dire on est fier, mais évidemment, oui, évidemment, je suis ravie. C'est un rêve qui s'est réalisé vraiment pour moi. J'ai travaillé pour l'avoir, mais j'ai toujours envie de faire plus. Donc, est-ce que je suis fière d'avoir eu le DEC ? Oui, un grand oui. Est-ce que je suis fière de faire partie de la profession ? Évidemment. De ce que j'ai fait aujourd'hui, je réalise pas tout à fait, mais c'est un parcours. J'aimerais en faire plus, mais ça me convient comme ça, c'est parfait. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je suis dans mon élément et je prends le temps et je suis ravie de vivre ma petite expérience comme elle est aujourd'hui. Quels sont tes futurs projets ? Est-ce que, je sais pas, est-ce que là, tu as une collaboratrice en alternance ? Est-ce que tu as pour ambition, je sais pas, en 2023, de passer à 2, 3, 4 collaborateurs, d'augmenter en chiffre d'affaires, de te dégager plus de temps Est-ce que tu as réfléchi à ça ou... Oui, j'ai réfléchi. Pour l'instant, moi, j'aime beaucoup la typologie de mission que je réalise. J'aimerais pas être un peu partout et ne pas faire les choses correctement. Donc je pense que je conserverai cette taille de cabinet aujourd'hui. Alors avec ma collaboratrice, si je la recrute après, ou avec un alternant en plus. Mais je ne me vois pas passer à 4-5 collaborateurs rapidement. Vraiment, je prends le temps de poser les choses et de vraiment être... Finalement, tu sais, je construis ma marque, donc je prends le temps de le faire. Et comme je suis en prod... ça prend plus de temps, puisque c'était 4 jours chez ton client. Après, tu gères ton cabinet à côté. À moins de bosser les week-ends, ce que je ne veux pas faire, tu t'avances doucement, mais c'est très bien, ça me convient. En fait, c'est un choix. Rythme de croisière. Voilà, je prends le temps de faire les choses, de connaître mes clients, de prendre le temps de voir mes clients. Parce que tu sais, tes clients, c'est tes premiers commerciaux, c'est tes prescripteurs. Aujourd'hui, quand ton client te recommande, le futur prospect, c'est déjà un client. Parce qu'il a déjà vendu ta prestation, tu n'as rien à faire. Donc, ça prend du temps, mais ça me convient très très bien. C'est un rythme que je choisis. Du coup, alors si on passe aux dernières questions, est-ce que si c'était à refaire, tu ferais les choses différemment ou pas ? C'est une question piège. Si c'était à refaire, est-ce que je ferais les choses différemment ? Non. Franchement, je n'imagine pas le parcours autrement. Alors, on pourrait bien sûr revoir plein de choses, c'est certain.
des choses qu'on aurait pu faire différemment pour gagner du temps, pour peut-être, si je savais que j'allais aimer ça, faire tout de suite de la transfo qui n'existait pas à l'époque. Mais t'aurais pas eu ton parcours audit. Voilà, en fait, non, c'est parfait, comme ça l'est. Et je pense que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui et que c'était l'expérience qu'il fallait avoir pour en arriver là et peut-être avoir cet entretien avec toi. Et tu aurais peut-être été heureuse d'une autre manière, mais du moment que tu l'es, c'est en tout cas, principal. Moi, je voulais avoir le deck. C'était mon objectif ultime et c'est fait. Et le cabinet, je pense que... En fait, quand tu n'as pas le deck, tu t'empêches, ou en tout cas, tu t'interdis d'imaginer plus parce que tu te dis, bon, d'abord le deck, mais après, c'est une suite naturelle, le cabinet. J'avais pas imaginé le cabinet ou l'émission que j'allais avoir ou quoi, pas du tout, mais je voulais d'abord le deck et je pense que le reste suit. Quand tu vois, je pense que toi tu as rencontré beaucoup de confrères, enfin pour certains en tout cas, tu as une phase diplôme, une phase je souffle une année et une phase allez je suis prêt, je me lance. Et qu'est-ce que tu dirais à la Nargis qui a 20 ans, là, qui est en DCG, qui nous écoute? Je lui dirais qu'il faut croire à ce deck qui te paraît très très loin. Et ceux qui nous écoutent, là, ça paraît très loin, et puis plus ça se rapproche... non, mais moi, ça me paraissait très très loin et irréalisable, vraiment. Donc il faut croire à ce deck. Et il faut surtout avoir la force de rebondir ou d'avancer quand tu penses que c'est fini et que tu n'as plus de force. Quand tu y es presque, il ne faut pas abandonner. Ouais, non, mais tu peux avoir... Non, mais je veux dire, quand tu peux avoir des situations où tu ne trouves pas le stage, où tu as du mal à valider une matière, où tu as loupé une matière à 0,25 ou 0,50, où tu dois, voilà, tu te dis, le mémoire, moi le deck, le mémoire, dernier jour, j'étais pas prête à le faire et j'aurais pu peut-être bosser 2 semaines avant et j'aurais pu le rendre. Et là, tu te dis, en fait, tu peux déprimer en te disant, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Mais si. On y arrive toujours et le deck c'est un marathon mais il faut savoir calibrer son énergie et on y arrive toujours. Super, écoute, merci beaucoup Nargis pour ton temps, pour cette interview et puis bonne chance pour la suite de ton cabinet. Merci à toi Julie pour cet entretien et merci pour tout ce que tu fais et tous les profils que tu présentes aux étudiants. C'est une mine d'informations. Je pense que ça leur permet de voir un panel de profils inimaginables et surtout quand tu es étudiant où tu vois pas ce que tu peux faire avec le DEC ou le DCG ou le DSCG et c'est vraiment super et je les invite tous à faire le DSCG et à nous rejoindre dans la profession. Merci. Merci à toi. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h